On peut continuer. Le dernier truc sur lequel je voulais m'énerver. Puis après, on va passer à un truc un peu rigolo. Il y a eu Mathilde Panot qui a posté le débat sur sa chaîne. Et avec du coup un élément de langage, c'est Marion Maréchal, vous êtes l'anti-France. Qu'est-ce qu'il fallait pas dire, hein, bien évidemment. Donc c'est bien évidemment une utilisation d'une accusation qui est historique de l'extrême droite de parler d'anti-France. Un rappel, l'extrême droite parlait de l'anti-France pour parler des bolcheviks, des judéo-bolcheviks, des trucs comme ça, voilà, de tous ceux qui détruisaient la nation ethnique de la France, etc. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce terme-là et elle l'a retourné, qui est le retournement le plus habituel qu'on fait tout le temps, qui est tout simplement de prendre leur langage à eux, leur langage de la nation, de la patrie, de l'unité de la nation, et de le récupérer à notre compte en disant non, on est pour la nation, on est pour cette nation-là qui est multiple, qui n'est pas ethnique, qui repose sur l'adhésion à des valeurs, liberté, égalité, fraternité, etc. C'est ce qu'on fait depuis le début, on récupère le drapeau français, etc. On refuse de laisser aux fachos. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mots et on les investit du sens qui est le nôtre. Et alors là, donc forcément... Jonas Pardo, qui est formateur contre l'antisémitisme, qui est au GGA, donc Juif révolutionnaire, qui est un petit peu le numéro 1 quand il s'agit de traiter tous les insoumis antisémites, hein, globalement. Lorsqu'une tête de parti de gauche emprunte la rhétorique de l'extrême droite complotiste, anti-dreyfusarde, pétainiste, dans un débat public avec Reconquête et pense faire un bon coup parce qu'elle s'en vante sur les réseaux sociaux, on peut légitimement se demander où tout ça finira. Donc Mathilde Panot a utilisé un élément de langage qui vise à retourner une accusation d'extrême droite contre son envoyeur, à lui redonner un autre sens, et il dit c'est pétainiste, ça va finir à l'extrême droite. C'est un truc dont je voulais parler depuis un moment, et en vrai j'avais un peu évoqué dans certains lives, mais là pour moi c'est l'illustration parfaite. En fait, il y a un truc, c'est que donc Jonas Pardo, il est formateur contre l'antisémitisme, et c'est notamment celui qui parle beaucoup du fait qu'à gauche, il y a des tropes antisémites. Il a notamment été l'une des têtes de proue du fait de dire que Mélenchon utilisait des termes qui étaient des sous-entendus antisémites, etc. Que ce soit, enfin je sais pas comment... Il y a le truc campé. Alors, je sais pas si le truc campé, il était là-dedans. Mais en gros, il disait ah, c'est pas clair, machin truc, on pourrait y voir des trucs, etc. Je sais pas si j'avais React à l'époque, mais j'avais regardé, il avait fait un débat, ouais, le financier, tout ça, etc. Il avait fait un plateau sur Mediapart où il était avec Alexis Corbière, je crois, et où il parlait justement de la question de l'antisémitisme à gauche, etc. Et il a beaucoup centré son truc sur la question du dog whistle. Sur le fait que donc, le dog whistle, pour les gens qui savent pas, c'est en gros, donc c'est en français, ça se dit sifflet à chien. On peut parler d'un napo aussi. C'est en gros, c'est un des sifflets qui font des sons, des infrasons, je crois, que seuls les chiens peuvent entendre, mais que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Et en fait, quand on parle de dog whistle au niveau de l'extrême droite, c'est lorsque des gens d'extrême droite utilisent des termes comme, je sais pas, les arbres, pour parler des Arabes, pour que ce soit des termes qui ne soient pas censurés, parce qu'en fait, c'est en gros globalement, ouais, c'est les noix et les arbres, quoi, globalement. Donc c'est comme ça, c'est des mots qui passent sous le radar de la censure, mais qui transmettent quand même, comment dire, le discours et l'intention. Oui, les chances pour la France, les petits anges. Le Lunpen aussi, oui, c'est ça, le Lunpen prolétariat. Enfin, le Lunpen, qui est un dog whistle, notamment des rouges-bruns, donc pour parler des noirs et des arabes, en mode c'est le Lumpen prolétariat, parce que dans la pensée de Marx, le Lumpen prolétariat, qui est le sous-prolétariat, s'associe au travers de la mafia, etc., avec le capital, et du coup, on peut pas leur faire confiance, etc. Allez voir Pat During, vous lui demanderez ce que c'est que le Lumpen prolétariat. En vrai, c'est plus complexe que ça. Oui, les petits anges aussi depuis Noël, etc. Bref. Mais du coup, voilà, donc en fait, une grosse partie du discours de Jonas Prado, c'est lutter notamment contre cette question des dog whistles. Et c'est un petit peu, quand vous regardez même ses tweets, etc., c'est beaucoup faire la chasse aux termes qui cacheraient derrière un sens et une intention antisémite. L'exemple de dog whistle abusé qui vient de se produire, c'est quoi? Ah ben voilà. Tiens, voilà, parfait. Très bon exemple, merci beaucoup. Ercilia Soudet, qui fait un tractage dans un quartier qui s'appelle le quartier Rothschild à Lagny-sur-Marne, pour défendre le cessez-le-feu. Voilà, c'est des tractages, etc. En ce moment, il y a plein d'insoumis qui font des tractages pour le cessez-le-feu, les trucs comme ça. Voilà, il y a encore le mouvement de la paix quand même pour Gaza qui est en route. Et lui, il dit ah, Rothschild, comme par hasard, c'est la preuve qu'elle est antisémite. Et donc, ouais, elle devrait ne pas aller tracter au quartier Rothschild parce que sinon ce serait antisémite. Voilà, ça c'est un exemple de la lutte contre de la guéguerre au dog whistle. Et en fait, c'est une action politique de la facilité. C'est que en effet, l'extrême droite utilise des termes, planque ses intentions de nuire derrière des mots. Pourquoi l'extrême droite planque ses intentions de nuire derrière des mots comme qui, comme les 3 parenthèses aussi pour les juifs, comme les arbres, comme les noix, etc. Le problème c'est que il y a une réalité qui est celle que l'extrême droite dit des trucs qui sont illégaux. Je vous parlais tout à l'heure du fait que l'extrême droite utilise de plus en plus l'insulte de droit de l'homiste, qui est une remise en question
de principes fondamentaux comme au hasard les droits de l'homme, qui sont de plus en plus répandus dans les médias français, notamment sous le coup de boutoir de campagne politique de l'extrême droite, parce que c'est une réalité que l'extrême droite dit des trucs qui sont illégaux. Parce que historiquement, on a décidé que ce qu'avait fait l'extrême droite historiquement, c'était pas sur ça qu'on voulait baser notre société, et qu'une société en paix ne devait surtout pas se baser sur ces trucs-là. Le racisme, l'antisémitisme, l'eugénisme, tous ces trucs en isme qui sont globalement, qu'on a décidé un jour qu'en fait, la liberté d'expression c'est bien, mais ça rentre dans la haine et c'est pas bien. Donc, ce qui fait que l'extrême droite, qui reste l'extrême droite et qui veut continuer de faire passer son message politique de haine, se retrouve à passer par des dog whistles, par des petits mots, etc., qui lui appartiennent à elle, qui permettent à l'extrême droite et aux antisémites, etc., de se reconnaître entre eux et de transmettre des messages qui sont vecteurs de sens entre eux, et qui passent sous le coup de la censure. Donc ça, c'est une réalité du dog whistle. Mais le problème, c'est que en fait, pas mal de gens qui fondent l'entièreté de leur politique sur la traque au dog whistle. C'est-à-dire que plus on va traquer le moindre mot qui pourrait potentiellement être utilisé par l'extrême droite comme une modalité de reconnaissance entre soi, plus on va réussir à traquer les racistes cachés. Ce qui est un peu contradictoire à une époque où le racisme se cache de moins en moins. Déjà, il y a un constat qui est assez étrange, c'est qu'on n'est pas particulièrement à une époque où les racistes se planquent. Ils ont plutôt tendance à avoir accès à CNews et BFM TV pour dire le problème des femmes en France, c'est les Arabes, le problème, c'est l'immigration africaine. On n'est pas particulièrement à une époque où l'extrême droite est particulièrement gênée aux entournures pour dire ce qu'elle a envie de dire. Et Thaïs Descuffon à BFM TV il y a quelques heures qui disait littéralement ça, qui était présentée comme une influenceuse de droite. Mais en fait, c'est parce que c'est des gens qui partent du principe que le racisme, l'antisémitisme, etc. est affaire de personnes individuelles. Parce que lui, son métier, c'est qu'il est formateur contre l'antisémitisme. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vend des formations à des partis politiques, à des syndicats, à des entreprises, etc. pour apprendre aux gens à se déconstruire individuellement, pour apprendre aux gens à reconnaître les mécanismes qui pourraient que inconsciemment, ils perpétuent des situations et des structures de discrimination. Ça fait que tout son discours public est centré uniquement sur l'inconscient, sur le fait que si tu dis tel mot, inconsciemment, tu véhicules un sens sans le savoir. Et en fait, ça pose un énorme problème. Parce que l'antisémitisme, même pour l'extrême droite, la plus décomplexée sur le racisme, c'est difficile à assumer encore aujourd'hui, ou les soupçons de dog whistle. Ouais, de fou. Zaka Toto qui a très très bien répondu. Ou alors, on peut considérer que Mathilde Panot a volontairement procédé à un renversement rhétorique en désignant comme anti-France les héritiers de l'extrême droite complotiste, anti-dreyfusards, pétainistes, antisémites et collabos. Juste. On rappelle que l'anti-France désigne aussi la gauche, les bolcheviks, dans leurs alliances supposées avec les juifs et les maçons, alors Mathilde Panot de LFI serait donc dans un discours complotiste contre la gauche. En fait, c'est ça aussi qui n'a pas de sens, parce qu'en fait, ce que fait Mathilde Panot, c'est un retournement de stigmate. Et c'est un très très vieux débat. C'est qu'en fait, oui, elle prend le discours de l'anti-France, elle dit non, mais c'est pas vous qui déterminez ce qui est dans la France, c'est nous qui déterminons ce qui est dans la France, nous, notre France, c'est pas la France de votre racisme, etc. Donc vous êtes l'anti-France parce que la France c'est liberté, égalité, fraternité et vous êtes activement contre ce qui est vrai. En gros, tu veux pas leur laisser le mot France. Bah oui. Ce serait dommage quand même de leur laisser le mot France, de dire ah oui on est l'anti-France, on veut la destruction de la France. En mode c'est très très sympa si tu veux faire le gaucher sur Twitter, oui on veut la destruction de la France, la destruction de la famille, etc. Mais d'un point de vue rhétorique ça marche beaucoup mieux quoi. Non, la gauche est véritablement la France, puisque la France, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité, héritière de la Révolution française. Voilà, c'est un petit peu tout le travail que fait Antoine Léaumont autour de la Révolution française et de l'utilisation de la Révolution française et de l'histoire pour dire non, voilà, c'est ça la France. La France, c'est son truc, très souvent, il vous raconte le fait que le drapeau français est né d'une grève antiraciste, etc. Donc il vous raconte un petit peu la petite histoire que le drapeau bleu-blanc-rouge, ou alors rouge-blanc-bleu, un truc comme ça, a été utilisé la première fois lors de la grève des marins qui protestaient contre la traite des esclaves ou un truc comme ça, et que du coup, voilà, il dit que le drapeau français est né d'une grève antiraciste, etc. Voilà. C'est une façon d'utiliser, de resignifier la France et de dire non, la France, c'est ça, parce qu'on choisit que la France soit ça. C'est en Haïti, ok d'accord. C'était pas justement entre Haïti et Le Havre. Enfin, il n'y avait pas un rapport avec Le Havre aussi. Enfin bref, je sais plus. Bref, ça devait être un truc avec ça. Mais parce qu'en fait, c'est quoi la France ? La France, c'est ce qu'on en fait. C'est quoi un signifiant politique ? Un signifiant politique, c'est un truc qu'on va remplir dans un mot. La France, si vous êtes de gauche, si vous êtes un peu constructiviste, ça veut rien dire. C'est un signifiant creux.
c'est quoi? T'as la France ethnique, une vision d'extrême droite de qu'est-ce que la France, les Gaulois, etc. T'as le mythe là. T'as la France révolutionnaire, t'as la France esclavagiste, t'as la France, t'as plein de France globalement. Et en fait, le but du discours politique, c'est de produire du sens. Et souvent de produire du sens dans des termes qui font l'objet de lutte. Pourquoi le mot France fait l'objet de lutte? Bah au hasard, parce que c'est le nom de notre pays et que quand même c'est un terme qui est censé rassembler et représenter l'entièreté de la population française. Politiquement, c'est quand même assez important comme terme. La politique est affaire de mots, la politique est affaire de rhétorique, je vais faire mon Viktorovitch mental, et donc la politique est aussi affaire de retournement et de re-retournement de signification. Et c'est affaire de symboles. On peut très bien être déconstructiviste, ok, je vais faire mon droitard. On peut très bien être dans la déconstruction, blablabla, de savoir qu'en fait tout n'est qu'illusion, tout n'est que construction sociale, etc. Bon, à un moment que tu as dit ça, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu mets dans ces constructions? Comment tu reconstruis ces constructions de façon... Comment tu luttes contre les structures pour mettre en place des structures qui soient un peu meilleures? C'est ça quand même le but de la révolution. Donc bref, on touche au cœur de la politique. Et donc quand Mathilde Panot dit à Marion Maréchal Le Pen « Vous êtes l'anti-France », elle place la France du côté de la gauche, avec un contenu politique qu'elle a déroulé pendant le débat, qui est un contenu politique qui s'oppose au racisme, qui s'oppose à la haine d'autrui, qui s'oppose à la xénophobie, qui est pour la sécurité sociale, qui est pour la solidarité au niveau, voilà, qui est pour une vision de la citoyenneté française qui ne soit pas ethnique, etc. Enfin bref, c'est tout ça en fait. C'est-à-dire que tout le discours de Mathilde Panot va définir ce qu'elle dit dans France. Donc quand elle dit l'anti-France, c'est donc vous vous opposez, vous êtes contre la France, vous êtes contre le bien-être de notre pays parce que ça, etc. Voilà, je vous refais pas un voilà. L'anti-France, l'anti-France de base, c'est un concept maurassien. C'est un concept d'extrême droite, l'anti-France. Et donc, parce que du coup, si tu suis la logique du dog whistle, si tu suis la logique de l'antiracisme individuel et psychanalytique, t'arrives à la conclusion de Jonas Pardo. T'arrives à la conclusion de dire, elle a dit l'anti-France, donc elle est complotiste, anti-Dreyfusarde, pétainiste, etc. On se demande où tout ça finira. Quand il dit on se demande où tout ça finira, ça veut dire la France insoumise va finir d'extrême droite, globalement. Parce que c'est prêter aux mots un pouvoir qu'ils n'ont pas. Les mots ont un sens, les mots ont un pouvoir, mais les mots ne sont pas forcément tout puissants. Et dire que parce qu'elle a dit l'anti-France, qui est un terme inventé par Maurras, etc., par l'extrême droite, anti-Dreyfusarde, etc., ça fait de Mathilde Panot une forme d'extrême droite en germe, c'est un raisonnement qui est totalement stupide. Et ça, c'est Judith Butler qui en parle mieux que moi. Oui, pardon, désolé pour le blanc. Hop, voilà. Celle qui en parle le mieux, c'est Judith Butler. Parce que cette question des mots, c'est quand même une question qui a beaucoup été présente dans le discours de gauche en règle générale, dans la pensée intellectuelle. Je vous parlais de Foucault en début du stream. Et justement, sur cette question du pouvoir des mots. Et Judith Butler, sémiologie de l'insulte time, exactement. C'est l'heure de la sémiologie de l'insulte. Incroyable. J'aime beaucoup cet article. Je vous renvoie cet article tellement régulièrement dans mon stream. Mais c'est parce que c'est un débat qui était au cœur du débat intellectuel, autour non pas de la question de Dagoussel, parce qu'avant la Dagoussel, il y avait la question de qu'est-ce qu'on fait des insultes. Comment on contrebalance l'idée de liberté d'expression, l'idée de l'insulte. Il y avait la question de est-ce qu'on pénalise une insulte en tant que mot, ou est-ce qu'on pénalise une insulte en tant que intention de nuire. C'est-à-dire que, est-ce que si tu dis PD, tu es en train d'insulter quelqu'un comment dire, tu es en train d'insulter quelqu'un de sous-homme au nom de son homosexualité et tu commets un crime de haine en disant le mot PD, ou alors que quand tu dis PD, il faut aller voir quelle est ton intention derrière la raison pour laquelle tu as dit PD. On peut faire par exemple la distinction entre sale PD, où le sale informe un petit peu le PD, et du coup on peut se dire ah, sale PD, il y a un peu du péjoratif. Ah là, si c'est nous les PD, c'est pas comme ça le PD, c'est pas exactement pareil. Ou alors tu vas avoir des homos entre eux qui vont dire ah là là, sale PD, t'es vraiment un connard, et puis en fait c'est parce que c'est entre potes et que c'est une façon de s'insulter mais gentiment, donc ce n'est pas un crime de haine. Donc bref, gros PD, c'est ça, gros PD. Est-ce que c'est une insulte ou pas? Bah ça dépend de qui le dit, ça dépend de pourquoi il le dit. Et donc ça voilà, donc c'était beaucoup un débat qu'il y avait, notamment c'est Judith Butler qui en parle beaucoup dans Le pouvoir des mots. Et en fait donc alors je vous passe le truc sur le performatif, je vous passe le truc sur le performatif. PD c'est quand même connoté par rapport à la pédophilie. Non. Alors je suis en plein montage, mais j'ai quand même envie de rajouter des trucs sur ce commentaire qui disait ah PD c'est quand même connoté par rapport à la pédophilie. Bah en réalité, pourquoi PD c'est connoté par rapport à la pédophilie? C'est parce que historiquement, l'homosexualité a été réprimée en France, notamment, entre autres, en modifiant l'âge de la majorité sexuelle pour les homosexuels par rapport aux hétéros. C'est-à-dire que la majorité sexuelle pour les homos était était un âge plus élevé que les hétéros. Si mes souvenirs sont bons, la majorité sexuelle pour les homos c'était 21, là où pour les hétéros c'était 16. C'était notamment la loi du 6 août 42 qui est passée sous Pétain. Donc ce qui a fait que l'homosexualité a été connotée avec la pédophilie, c'était pas que
culturellement, on s'est tous dit que oh là là, les homos, c'est des pédophiles, du coup on va les appeler des pédés pour ça. C'est parce que la loi a utilisé le détournement de mineurs et la pédophilie pour cibler spécifiquement les homosexuels. Parce que voilà, pour diverses raisons, c'était plus compliqué de cibler l'homosexualité dans le monde privé, et du coup, la loi a essayé d'un petit peu de contourner cette question de la vie privée pour faire que la vie privée se retrouve sur la vie publique. Soit en qualifiant l'homosexualité de fléau social au même titre que l'alcoolisme, la prostitution, etc., pour pouvoir plus facilement le réprimer dans l'espace public, soit en modifiant l'âge de la majorité sexuelle pour que, y compris dans la vie privée, ça puisse être un délit. Donc voilà. Donc ce qui fait que PD a une connotation liée à la pédophilie, c'est parce que la loi faisait que c'était lié à la pédophilie. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu une meilleure réponse aux commentaires, parce qu'il y a une histoire qui est intéressante derrière, mais qui souligne à quel point les mots certes ont un sens, mais ils ont un sens parce que les structures leur en donnent. Dans les milieux politiques, d'ailleurs c'est quelqu'un qui avait répondu à mon tweet là-dessus, parce que du coup j'avais répondu voilà, ça illustre bien les limites de la politique, de la traque au dog whistle, etc. Quelqu'un qui m'avait répondu, c'est vrai que ce comportement me rappelle une interview qu'on avait fait pour Act Up Paris en 2011 au congrès de l'UNEF, où on se présente comme PD séropo, et qu'à la fin un mec vient nous dire que c'est homophobe de dire PD. Parce que le fait est que PD est devenu le terme potentiellement insultant, mais pas que, employé également par les personnes homosexuelles dans ce qu'on appelle le retournement du stigmate. Et que si tout le monde utilise PD d'un point de vue positif et amélioratif, ou d'un point de vue totalement neutre, est-ce que les gens auront encore la connotation pédéraste? Ou alors faudra faire les insupportables à aller voir le dictionnaire à chaque fois, quoi. Et donc c'est un petit peu ça la thèse de Butler, qui parle justement de la question des insultes. Si la simple énonciation crée automatiquement une plaie, comment pourrions-nous contrer l'homophobie? C'est-à-dire que si le simple mot pédé est investi d'un pouvoir de nuire, si le seul mot, si c'est un, enfin, en gros en mode c'est un mot magique. Si on décide que pédé c'est un mot magique et que comme il a une connotation négative, c'est un mot qui va blesser systématiquement, dans ce cas on peut pas lutter contre l'homophobie. C'est Avada Kedavra, c'est bon, t'es mort, c'est fini. Tu peux pas lutter contre l'homophobie puisque tu gardes quand même un mot qui universellement pourra toujours te nuire. Si le performatif mène à l'infériorisation, alors l'énonciation elle-même n'est plus la sédimentation d'une institution et d'un usage qui l'ont précédée, mais elle est investie du pouvoir d'établir et de maintenir la subordination au groupe duquel elle s'adresse. C'est pas uniquement que PD révèle une réalité homophobe de notre société, c'est qu'en plus de ça, PD a un pouvoir de nuire. J'adore, je dis le mot PD tout le temps, je suis trop heureux. Autrement dit, cette façon de percevoir le langage naturalise comme état de fait l'homophobie plutôt que de voir le processus historique qui lui assure son autorité. Ça veut dire que si tu considères que le langage charrie en lui-même du sens et qu'un mot, quel que soit le contexte de son énonciation, s'il a une certaine connotation, il aura toujours son pouvoir de nuire, comme le fait Jonas Pardo avec le truc de l'anti-France, et bien dans ce cas, ça naturalise l'homophobie, ou alors ça naturalise, on va dire, l'extrême droite, on va naturalise l'antisémitisme, etc., comme un état de fait, plutôt que de voir le processus historique qui lui assure son autorité. C'est-à-dire, plutôt que de voir comment, historiquement, structurellement, le mot PD peut avoir un sens qui blesse, on dit que le mot PD a un sens qui blesse parce que c'est le sens du mot point barre. Et on abandonne toute analyse historique de qu'est-ce qui fait l'homophobie. Parce qu'on en reste uniquement à ce mot, c'est pas bien. Et tout ça, en fait, ça me fait penser à un truc que j'ai vu passer récemment sur Twitter, bien après mon stream, avec un exemple qui appartient plutôt à la gauche. J'ai vu passer donc ce tweet et donc cet article de Télérama qui parle d'un phénomène qu'on connaît un peu sur TikTok, qui est donc pourquoi le mot viol est devenu sur TikTok et autres réseaux sociaux. Et en vrai, c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu arriver sur TikTok progressivement, qu'avec les algorithmes qui visent à un peu censurer les trucs pour que ce soit un peu family friendly, advertisement friendly, pour que les publicitaires n'aient pas trop peur de mettre des pubs sur des sujets qui soient controversés, etc. Ça a poussé beaucoup de gens sur TikTok, mais aussi sur YouTube, à se mettre de plus en plus à censurer des termes comme viol, comme agression sexuelle. Un exemple que je trouve le plus emblématique de tout ça, c'est que quand sur TikTok, on parle de tuer quelqu'un, alors là je vous le dis en anglais parce que c'est beaucoup dans la sphère anglo-saxonne qu'on utilise ce terme, mais du coup on ne dit plus kill quelqu'un, on ne dit plus kill someone, on parle de unalive, donc de dévivre quelqu'un, donc unaliving, pour que ça passe un petit peu sous le radar de l'algorithme de censure de TikTok et que un maximum de personnes puissent avoir accès à un contenu qui parle de sujets importants, de sujets sensibles, etc. etc. Et en fait, je trouve ça assez marrant parce que même si les mots sont censurés et même si on utilise d'autres termes, le sens des mots reste. Quand je vois sur un TikTok quelqu'un qui parle de someone who unalived someone else, quelqu'un qui a unalived quelqu'un d'autre, je sais qu'on parle
de quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le mot fait plaisir à TikTok, mais le sens reste et je sais de quoi on parle. C'est comme il y avait autre chose, c'était TikTok avait tendance et a toujours tendance à censurer les questions LGBT, les questions d'éducation à la sexualité, etc. Ce qui fait que beaucoup de gens se sont mis, vous savez, sur TikTok, on peut mettre des sous-titres, etc., ou même des mots qui s'affichent. Et par exemple, le mot lesbienne, le S avait été remplacé par un signe $. Et du coup, quand la voix de synthèse de TikTok lisait les sous-titres, la voix de synthèse de TikTok disait pas lesbienne, disait le dollar bien. Parce que du coup, elle disait le dollar bien. Mais sauf que les gens qui regardaient le TikTok, ils savaient qu'on parlait de lesbienne. Même si l'algorithme Z, tu finis par comprendre de quoi on parle. Donc en fait, c'est un bon exemple, je trouve, de comment, à gauche aussi, on s'est mis à utiliser des dog whistles, des mots alternatifs, pour parler de certaines réalités, pour passer sous la barre de la censure, et pour que les algorithmes ne nous censurent pas pour autant pour avoir dit ça. Donc je trouve que ça donne un petit peu le pendant aussi à gauche aussi on fait ça. Et en fait, spoiler alert, ça fonctionne pour continuer de véhiculer le sens qu'on a envie de véhiculer. Et que si TikTok se met à censurer unalive, on va trouver d'autres termes. Parce que c'est la puissance et la beauté du langage, c'est que le langage est en constante évolution pour continuer de transmettre le sens et les significations qu'on a envie de transmettre. C'est pas le fait de changer le mot qui enlève le sens qui est véhiculé. Tu fais ton malin constructiviste, mais l'inversion de sens n'empêche pas les gens de nuire. C'est vrai. Les fachos trouveront d'insultes, c'est terrible. Comme c'est triste. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On essaye parce que justement, ça vient à ce débat-là. Parce qu'évidemment, là, on est en mode, oui, ok, les mots, quelles sont saisons, etc. Mais il y a parce que ça amène à un débat politique concret. Le débat politique concret, c'est est-ce qu'on pénalise les insultes? C'est ça, et c'est la question à laquelle Butler répondait à l'époque. Elle met le blâme sur l'individu qui prononce les mots. S'attarder à légiférer sur les paroles qu'il faut interdire, c'est encore une fois s'attarder uniquement au signifiant, sans critiquer le processus de signification. Dire que tu t'arrêtes uniquement aux mots, et tu t'arrêtes pas à la raison pour laquelle il y a de l'homophobie en France. Et spoiler alerte, la raison pour laquelle il y a de l'homophobie en France, c'est pas parce que des gens ont décidé de dire PD. C'est plutôt l'inverse. Butler considère que l'État joue un rôle prépondérant dans la diffusion des discours de haine, dont fait partie l'homophobie, puisqu'il crée cette catégorie de pensée et détermine le disciple et l'indicible dans l'espace public. Et c'est ça qui crée le dog whistle. Si tu décides de légiférer sur un mot, tu donnes une catégorie de ce qui est dicible et de ce qui est indicible. Mais sauf que si quelque chose est indicible, tu peux quand même avoir envie de le dire. Même si t'as pas le droit de dire le mot, ça t'empêche pas d'avoir quand même envie d'insulter les homosexuels. Donc tu vas dire autre chose. Et donc en fait, tu passes ta vie à déplacer le domaine du dicible et de l'indicible dans une espèce de fuite en avant permanente qui n'adresse jamais les causes sous-jacentes et structurelles de la haine qui est en cours, parce que pour toi, ça ne va être qu'affaire d'individus qui disent un mot. Et c'est de ça que Jonas Pardo est le symptôme. C'est une vision individualiste et néolibérale de tout ça. Ainsi, le discours de haine est produit par la justice et constitue une de ses productions les plus piquantes. Il devient l'instrument juridique permettant de produire et développer un discours sur la race et la sexualité sous l'enseigne de la lutte contre le racisme et le sexisme. Puisque, donc, ce qu'elle explique en fait Butler, c'est que la justice et l'État vont figer le sens d'un mot, et du coup en figeant le sens d'un mot, elles vont maintenir l'homosexualité dans l'idée de dégradation. Par exemple, sur PD, par exemple. En fait, elles vont maintenir le sens du mot, et donc la connotation qu'a le groupe qui est désigné par cette insulte. L'État valide les représentations et détermine s'il y a eu blessure. Il est libre de faire varier la démarcation de ce qu'est un discours, ce qui fait que le langage devient ainsi le site déplacé de la politique. Mais l'État t'aide à condamner l'insulte. Ah ben c'est génial. Du coup tu deviens éternellement dépendant de l'État pour te protéger. Camarade. L'État t'aide à condamner l'insulte, mais il crée la condition que l'insulte soit perpétuée aussi. Et il ne pose pas la question de pourquoi, à l'intérieur de ses frontières, il y a les raisons sous-jacentes à cette insulte. Donc il ne pose pas la question concrète de pourquoi les gens sont homophobes. Pourquoi dans la structure patriarcale maintenue au sein de cet État, les gens ont quand même la volonté de nuire aux homosexuels spécifiquement. Parce qu'en fait c'est ça, une insulte c'est quoi? C'est un mot qui permet de transmettre une volonté de nuire. Donc voilà. Donc la position de Butler permet aussi de penser les réappropriations des insultes et le renversement des stigmates. Le sens des mots change avec le temps. Le terme queer est sans doute l'exemple le plus flagrant. C'est vrai qu'en France on ne s'en rend pas vraiment compte, mais dans les pays anglophones, le mot queer, c'est vraiment le mot, enfin c'est vraiment pédé quoi. C'est vraiment un mot qui, il y a plusieurs années, c'était vraiment l'insulte de fou, quoi. Tu disais le queer, quoi. Genre, c'était. Et il y a eu un procédé de retournement de l'insulte qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça veut presque dire pipou gentil couleur pastel. C'est génial. Et donc voilà, donc là, il continue un petit peu là-dessus dans l'article. Et donc voilà, mais vraiment, c'est le truc qu'il faut avoir en tête. Voilà, c'est ça. Chez Barthes, donc chez Roland Barthes, sémiologie, etc. Le mythe peut être retourné sur lui-même. Il suffit pour cela d'en faire le signifiant d'une nouvelle chaîne sémiologique. Butler croit à cette possibilité de marquer une distance au sein même de la structure du traumatisme. Donc en gros, ce que dit Butler, c'est que au travers des mots, on peut donc dans cette structure du traumatisme, qui est la structure d'état, de l'homophobie qui est structurelle de partout, etc., de la raison pour laquelle les gens t'en veulent, etc., donc tout ce que je vous ai décrit de la structure de l'homophobie, que avec l'utilisation des mots comme retournement, on peut opérer
une distanciation à l'intérieur de cette structure. C'est-à-dire qu'on peut mettre à distance, au travers du retournement, la capacité de la structure à nous traumatiser à l'aide d'un mot. On reste traumatisé par tous les trucs pour lesquels, par toute l'existence de l'homophobie, etc. Mais au moins, il y a une possibilité d'opérer une mise à distance. Et cette mise à distance, en l'occurrence, qui est faite chez Mathilde Panot, c'est une mise à distance qui est faite pour remettre du sens, recréer du signifiant, et donc, comme dit Roland Barthes, en faire le signifiant d'une nouvelle chaîne sémiologique. Tu crées une nouvelle chaîne, donc c'est-à-dire une nouvelle chaîne de signification. En fait, une chaîne de signification, c'est en fait qu'à force de dire un truc qui veut dire quelque chose, en fait, à force de dire anti-France au sens de Mathilde Panot, donc au sens de l'extrême droite, et contre l'unité de la nation, etc., et contre notre diversité qui fait le sel de la France, etc., à force d'utiliser ce terme comme ça, tu crées ce qu'on appelle une chaîne sémiologique, c'est-à-dire une chaîne de signification, où à force de répéter ça avec cette définition en tête et avec cette intention en tête, tu fais changer le sens du mot. C'est comme un arbre de possibilités, et tu ouvres une nouvelle possibilité de ce mot de signification, quoi. Bref, t'as l'arbre côté droite et l'arbre côté gauche, et du coup tu donnes à l'arbre côté gauche plus de force. Donc bref, tout ça pour dire que c'est quand même de la pensée un peu plus conséquente. Pas parce que c'est Butler et que j'adore Butler et que c'est Roland Barthes et que j'adore la French Theory et que j'adore la sémiologie et que c'est trop fascinant et que j'adore me branler la nouille sur de la théorie, mais parce que le fait de dire ça, ça permet de rappeler cette réalité-là, qui est ça. Pour contrer cette tentative qu'on a de vouloir faire la chasse aux insultes, faire la chasse au dog whistle, etc., il faut toujours se rappeler de ok, c'est quoi la structure qu'il y a derrière? C'est quoi, au-delà de l'individu, qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de l'État, dans le fonctionnement des structures sociales, économiques, maintient ces personnes-là dans une situation où on peut se permettre de les insulter? Et en fait, c'est toutes ces questions-là, et ça implique de se poser la question politique de la structure. Ce que Jonas Pardo ne fait pas, puisque lui, tout ce qu'il fait repose sur justement le fait de faire la chasse aux mots et la chasse aux insultes, et donc cette chasse individualiste à ça. Et en fait, ça le rend inefficace quand il s'agit d'analyser les structures, et de modifier les structures, et d'agir sur les structures. Parce que du coup, il rentre totalement dans cette chaîne, dans cette chaîne néolibérale individualiste, quoi. Bref, voilà, je voulais finir là-dessus parce qu'en plus, ça me permet peut-être de vous reparler de Judith Butler et de la sémiologie et de tous ces trucs-là qui sont hyper chiants et qui sont hyper intéressants et que j'adore. Et d'illustrer avec Jonas Pardo que ça faisait très très longtemps que je voulais reparler un petit peu de ces écueils-là, de cette limite. De cette guerre au dog whistle qui font tout le temps. Et en fait, je voulais le faire dans un truc qui soit pas uniquement de « Oh là là, ils arrêtent pas de nous traiter de droitards et d'antisémites, vraiment, c'est insultant, etc. » En sortant un petit peu ce registre qui a souvent à la France insoumise de dire « Voilà, c'est honteux de nous appeler comme ça, vraiment, etc. » Et de rentrer un petit peu plus dans « C'est quoi le problème politique de fond derrière tout ça et en quoi ça répond pas aux questions de structure ?» Donc voilà.